Le texte que vous m'avez donné à travailler aujourd'hui est un poème issu du recueil Hécatombe à Diane, un poème qui a été publié de manière posthume après la mort de son auteur, Agrippa d'Aubigné. Celui-ci est un auteur à cheval entre le XVIe et le XVIIe siècle et le poème en question sera publié en 1874. Agrippa d'Aubigné appartient donc à ce qu'on appelle le grand siècle, dans lequel il va avoir un rôle à la fois guerrier et argumentatif, notamment dans le cadre des guerres de religion qui opposeront les catholiques et les protestants dans le royaume de France. Dans ce poème, qui est issu de l'Hécatombe à Diane, l'hécatombe étant un sacrifice de 100 taureaux fait à une divinité, il va mettre en scène la disparition illusoire de Diane et essayer de prouver le fait qu'elle soit toujours présente. Je passe ainsi à la lecture du poème. Vous qui avez écrit qu'il n'y a plus en terre de nymphes porte-flèches errantes par les bois, de Diane chassante ainsi comme autrefois elle avait fait au cerf une ordinaire guerre, voyez qui tient les pieux où échauffe l'enfer. Mon aveugle fureur, voyez quels sont ces doigts d'albâtre ensanglantés, marquez bien le carquois, l'arc et le dard meurtrier, et le cou qui m'atterre se maintient chaste et grave, un cheminée raccord. Vous diriez à son pas, à sa suite, à son port, à la face, à l'habit, au croissant qu'elle porte, à son œil qui, domptant, est toujours indompté, à sa beauté sévère, à sa douce beauté, que Diane me tue et qu'elle n'est pas morte. On le voit dans ce texte, l'intertexte de la chasse qui est très présent évidemment du fait de la divinité dont on parle, Diane, déesse de la chasse, mais Diane est aussi déesse de la chasteté et sans doute faudrait-il y voir un sous-texte aussi amoureux. C'est ce que nous essayerons de mettre en valeur dans le commentaire qui suivra cette problématique. En quoi ce sonnet met-il en scène une mise à mort amoureuse? Pour traiter de cette question, je découperai mon texte en 3 parties. Une première du vers 1 à 5 dans lequel est mis en scène l'illusion de la disparition de Diane, une deuxième du vers 6 à 9 dans lequel il va y avoir une description de la blessure que Diane lui a faite, et enfin du vers 10 à 14 la description de Diane qui amène à la preuve de son existence actuelle. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une adresse. Vous qui avez écrit qu'il n'y a plus en terre, etc. Cette adresse est problématique puisque le pronom vous, qui est une deuxième personne, peut aussi bien correspondre à un pluriel, une assemblée, ce serait la société qui considère que Diane n'est plus, ou alors ça pourrait être aussi un vous de politesse, auquel cas il s'adresserait à une seule personne. Ici, l'idée, c'est de montrer avec la négation que Diane n'existe plus. Nous avons l'identification de Diane et de la nymphe qui se fait par l'anaphore de la préposition. Il écrit « il n'y a plus de Diane » au lieu de « il n'y a plus Diane », ce qui fait un parallélisme avec « il n'y a plus de nymphe porte-flèche ». La nymphe porte-flèche devient ainsi une image de Diane elle-même, lui donnant son attribut principal, l'arc et la flèche, qui est un attribut paradoxal puisqu'il correspond à la divinité chasseresse, mais aussi à Cupidon, la divinité de l'amour. On observe une assez grande musicalité, notamment avec des rimes internes, errantes, chassantes, mais aussi et surtout des rimes embrassées qui ont une ambivalence entre l'amour d'une part, mais aussi le piège qui pourrait être tendu par la déesse chasseresse. On observe aussi par ailleurs un enjambement constant, il y en a quasiment à chaque vers, comme si le poème débordait, comme si il devait trouver un référent dans le monde réel, ce qui nous amènerait à réévaluer le référent du pronom « vous ». Peut-être que la Diane qui a disparu se serait réincarnée dans ce fameux « vous », qui serait du coup une femme aimée par le poète. L'opposition entre les temps du passé, avait écrit, ou l'adverbe de temps, autrefois, et les temps du présent, tient ou échauffe, montre que la disparition de Diane est illusoire, puisqu'il y a effectivement quelqu'un qui possède des armes de chasse, l'épieu et l'enfer, et que l'on peut le voir actuellement, comme le montre l'impératif « voyez ». Ici, la structure en parallélisme, voyez qui tient les pieux ou échauffe l'enfer, insiste sur la mise en parallèle possible de 2 Dianes différentes, renforçant notre identification du vous initial. Je passe ainsi à la deuxième partie qui s'ouvre sur une expression avec un possessif de première personne.
mon aveugle fureur. Ce possessif est embêtant puisqu'il ne correspond pas à la personne utilisée pour le verbe voyez, qui est une deuxième personne. Ainsi, on est obligé de considérer que mon aveugle fureur serait un hypocoristique, c'est-à-dire un appellatif utilisé pour désigner la personne à laquelle on parle, ici désigner cette réincarnation de la déesse Diane, ce qui correspondrait au nom commun fureur, qui peut évidemment ici insister sur la violence de cette déesse, et son aveuglement, qui correspondrait au fait qu'elle ne voit pas l'amour que lui porte le poète. On aurait ici une hypallage, qui est une figure de transfert d'un adjectif sur un autre référent. La description de Diane se confirme avec les doigts d'albâtre ensanglantés. On note l'enjambement qui est toujours marqueur d'une réalité plus grande que la poésie. La référence à une pierre de sculpture fait référence aussi à l'héritage antique qui va être retrouvé notamment avec les statues durant la Renaissance et va créer un contraste entre l'albâtre qui est blanc et le sang qui est rouge. Un contraste à la fois chromatique, mais aussi un contraste thématique opposant la pureté et la violence. Marqué qui remplace ici remarqué, comme si le mot avait été décapité, de la même manière que le poète sera blessé, va initier là encore une énumération en enjambement qui va redéfinir les armes spécifiques de Diane, le carquois, l'arc et le dard, qui sont tous les trois qualifiés par l'adjectif meurtrier. On insiste ici sur la mise en scène de ce meurtre commis par la divinité. Ce meurtre est porté comme le coup sur le poète, présent à travers la première personne du singulier, ce coup qui matère. On peut noter aussi la sileps, puisque atterrer est à la fois au sens propre mettre à terre, puisqu'il vient de se faire tuer, mais aussi attristé, être atterré par une nouvelle. Dans ce cas, il faudrait alors reconsidérer le coup dont il est question, soit au sens propre, il vient se prendre une flèche, soit au sens figuré, désignant ainsi un refus amoureux potentiel. Ne reste alors que la description de Diane, puisque le poète amoureux est mis à mort. Diane qui reste dans un maintien chaste et grave. Ici, on insiste sur sa chasteté, dont elle est la divinité, donc son refus amoureux. Le fait qu'elle se maintienne, c'est une sileps là encore, puisque c'est à la fois la manière dont elle se tient, mais aussi le refus qu'elle maintient face à l'insistance du poète, et le fait qu'elle soit caractérisée par un cheminé raccord, c'est-à-dire la manière dont elle marche, vraisemblablement pour s'en aller, pour prendre de la distance avec le poète. Je passe ainsi à ma troisième partie. Nous retrouvons ce fameux « vous » qui était non identifié. Ici, on y voit un petit peu plus clair. C'est moins à une assemblée qu'il parle qu'à une personne spécifique, qui va devenir la réincarnation de la divinité. Ça va être l'occasion pour lui, à travers la description de ses attributs physiques, de faire une description méliorative, de donner des compliments à la personne dont il parle. On note l'énumération relativement longue qui est renforcée encore par l'anaphore, et tous ces éléments vont fonctionner comme une accumulation de preuves de plus en plus fortes. Le croissant ici fait référence évidemment explicitement à Diane, mais le polyptote domptant et indompté insiste aussi sur la métamorphose qui s'opère, puisque c'est le même mot, mais construit de manière différente. La métamorphose lexicale vient refléter la métamorphose de la personne à laquelle on parle. La beauté sévère et la douce beauté qui fonctionnent à la fois comme un chiasme et comme un système d'antithèse viennent confirmer cette hypothèse. Et on note de la même manière que pour l'hypallage d'aveugle, une hypallage sur sévère. C'est moins sa beauté qui est sévère que Diane elle-même. Vous diriez que Diane me tue. On arrive enfin à la chute du poème. La diérèse sur Diane va ici insister sur la disjonction entre les référents, la dualité. Il y a une Diane fantasmée, idéale, la Diane qui a disparu puisque l'Antiquité a disparu, mais il y a une Diane bien réelle qui est incarnée justement par la femme à qui il parle. Ainsi, la conjonction de coordination et qui doit normalement avoir une valeur d'adjonctif, ici a une valeur de consécutif. C'est parce qu'elle le tue que c'est la preuve qu'elle n'est pas morte, signant ainsi la dualité référentielle. En quoi ce sonnet met-il en scène une mise à mort amoureuse ? Tout d'abord, nous avons une progression dans le poème. Face au constat de la mort de Diane, l'accumulation des indices va amener progressivement à montrer l'erreur initiale. Diane n'est pas morte.
Mais le poème pose le problème de l'élucidation du vous, puisque ça peut être une deuxième personne de politesse, et du coup, par son statut pluriel, il souligne aussi la dualité de la personne à qui le poète s'adresse. Cette dualité sera confirmée par la versification avec les diérèses, la grammaire avec l'élucidation des conjonctions de coordination, et même la stylistique avec les hypallages. Si Diane n'est pas morte, c'est aussi et surtout parce qu'elle s'est réincarnée dans le vous. Ainsi, le récit de la chasse sanglante se transpose alors sur la relation entre le poète et ce vous, qui est sans doute une femme dont la cruauté aura été de refuser les avances qu'il lui a faites, conformément au précepte de chasteté de la déesse qu'elle incarne ou réincarne. Si vous est une nouvelle Diane, je est sans doute un nouvel Actéon, convoqué par la référence au cerf, puisque Actéon est un chasseur transformé en cerf, dévoré par ses chiens pour avoir contemplé la déesse. Le récit de la mise à mort de la proie devient ainsi progressivement la métaphore d'une mise à mort de l'amour au travers de celle de l'amoureux. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de la subordination dans la dernière phrase. La subordination concerne les propositions dites subordonnées, c'est-à-dire dépendantes d'une proposition principales dont elles tirent leur sens et qu'elles viennent compléter. Elles peuvent compléter soit des noms dans cette principale, à savoir qu'elles seront des propositions subordonnées relatives, ou alors elles peuvent compléter des verbes et elles seront donc conjonctives. Pour ce qui est de notre extrait, nous avons deux propositions subordonnées relatives. Une qui est évidente puisqu'elle est introduite par le pronom relatif qui reprend et complète le nom commun œil. La proposition subordonnée relative sera donc qui domptant est toujours indompté. Deuxième pronom relatif qui celui-ci est moins visible parce qu'il est élidé, c'est le croissant qu'elle porte. Ici, le Q apostrophe avec élision devant initiale vocalique reprend le croissant et la proposition subordonnée relative sera donc qu'elle porte. Pour ce qui est des propositions subordonnées conjonctives, nous en avons à nouveau deux, et ici, il faut chercher les conjonctions de subordination. En l'occurrence, la conjonction que et QU apostrophe, là encore, est l'idée devant initiale vocalique. En effet, la proposition que Diane me tue va venir compléter le verbe dire. Vous diriez que Diane. De la même manière, la proposition qui lui est corrélée par la conjonction de coordination et complétera elle aussi le même verbe. Vous diriez qu'elle n'est pas morte. Ces deux propositions conjonctives occupent alors la fonction de complément d'objet direct du verbe de parole, ce qui fait d'elles des propositions subordonnées conjonctives complétives.